lendemain d'une élection présidentielle qui a connu la manifestation d'un vote marqué par une sorte de rejet populaire d'une politique jugée inefficace, le spectre d'un remaniement continue de planer alors que les populations attendent des réponses concrètes aux problèmes posés. Ces problèmes sont liés à la qualité des infrastructures, à notre situation économique, à notre situation sociale, mais aussi des problèmes dans l'environnement du sport et de la culture. Pour apporter des solutions, ou du moins pour proposer quelques-unes d'entre elles, Eddy Fouedjo s'est entouré de 18 experts qui, à travers un manifeste intitulé Envol Cameroun, manifeste pour la refondation de la nation, propose 16 piliers pour refonder le Cameroun. D'abord, le portrait de notre invité. Dans le cadre de cette nouvelle édition de Moment de vérité sur Afrique Info, on se retrouve juste derrière pour la partie consacrée à l'entretien. Maintenant, plus que jamais, le Cameroun doit prendre son envol vers les hauteurs où se côtoient les grandes nations du monde. C'est l'ultime conviction de Christ Eddy Fouedjo, directeur de l'ouvrage collectif Envol Cameroun, le manifeste pour la refondation de la nation. Un ouvrage qui se pose comme une boussole pour l'émergence. Eddy Fouedjo voit le jour en juin 1982 à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé d'un père laborantin et d'une mère technicienne d'agriculture. Aîné d'une fratrie de 13 enfants, il fait ses études primaires à l'école publique de Djangolo à Yaoundé avant de rejoindre le CES de Mimboman dans la même ville. Très dynamique dans les activités post et périscolaires, il monte avec ses camarades un projet de savonnerie en classe de première. Le dit projet ne trouvera malheureusement pas le financement souhaité auprès des élites locales. Après l'obtention de son baccalauréat C, il entre dans un cursus de mathématiques à l'université de Ngouaekele. Il s'intéresse ensuite à la comptabilité et gestion d'entreprise, puis au marketing. Dans sa quête permanente de connaissances et de compétences, il recherche en ce moment un certificat PMP au Project Management Institute. Du haut de ses 18 années de profession dans le marketing, Eddy Fouedjo s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il est associé gérant de la maison d'édition Amira Sarl, CEO founder de Insight, cabinet en management de projets et marketing, fondateur d'une agence d'intelligence artificielle dénommée SOP-IA, entre autres. Progressiste, ses actions sont axées vers l'évolution et le développement. Anciennement cadre au sein du PCRN, il a dû s'y retirer en 2022 à cause de l'orientation stratégique du parti qui ne répondait plus à ses aspirations, dit-il. Il est actuellement militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Eddy Fouedjo est cofondateur de la plateforme Les Refondateurs qui travaille pour la réalisation des projets qui sont mentionnés dans son manifeste pour la refondation du Cameroun. Un livre de 135 pages, utile et accessible à tous les Camerounais désireux de penser et d'implémenter le développement. Car, comme il le dit lui-même à la fin de son ouvrage, l'arme la plus redoutable est un peuple qui pense. Mongo Betty. Bonjour Eddy. Bonjour Kevin, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau. Effectivement. Vous êtes en juin 1982, quelques mois seulement avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Donc vous êtes quand même de ce qu'on appelle les enfants de Paul Biya. Oui, je suis un enfant du renouveau et un renouveau qui n'a rien apporté de nouveau, mais qui est dans la reculade. Et je peux dire que je fais partie de cette génération sacrifiée parce que
né en 82 avec l'arrivée d'un nouveau chef de l'État, plein d'espoir, de grands discours, et aujourd'hui, 43 ans plus tard, on est toujours dans les discours, on est toujours dans les promesses d'espérance et de grandeur. Il faudrait dire que nous sommes une génération sacrifiée. Dans ces années 80 dans lesquelles vous grandissez avec un père laborantin, est-ce que très jeune, très petit, au courant de ces années 80, est-ce que vous ressentez comme une sorte de vent de fraîcheur? Est-ce que le discours des parents à cette époque est tourné vers le sentiment d'une nouvelle ère qui arrive? Bon, je peux simplement dire que les premiers souvenirs que je garde du régime sont les souvenirs de la répression. Parce que mon père était laborantin, il travaillait à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. Et à l'arrivée du multipartisme, il y a cru. Il s'est engagé politiquement dans un parti de l'opposition. Et à cause de son engagement politique, oui, à cause de son engagement politique, à l'UNDP. L'UNDP à l'époque, lancé par Samuel Lebois. Donc, il était très engagé. Je me rappelle encore de mon père à l'époque portant cette tenue toute verte de Samuel Lebois et ainsi de suite. Mais c'est aussi quelqu'un qui exprimait ses opinions de façon claire et nette. Et à cause de ces différentes opinions, il s'est vu chassé de son boulot et les droits n'ont pas été payés. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Mais la première phase, d'abord, avant son engagement politique, avant son engagement dans l'UNDP, a été qu'il y a eu un moment de réduction des salaires. Ça, c'est au-dessus de la crise économique de 1993-1994, bon, la dévaluation du franc CFA. Oui, je pense qu'il y a eu l'engagement politique, il y a eu la réduction des salaires. Donc, la seule chose que je retiens du régime, quand je grandis et que je me trouve dans la position de quelqu'un qui peut dire se souvenir de quelque chose qui lui a réfléchi, c'était ça. Répression politique, répression économique, sans aucune solution aujourd'hui, jusqu'au décès du papa en 95. Bon, je peux le dire aujourd'hui sans aucun doute, c'est la politique qui a conduit au décès, à la mort tragique de mon papa, parce qu'il a été brusquement et brutalement retiré du travail sous Ngo, l'ex-directeur Désiré Ngo, qui après s'est retrouvé en prison. Il n'a pas eu ses droits payés, il n'a pas eu sa pension, donc il s'est retrouvé du jour au lendemain dans de l'indigence. Et tout ça à cause de la politique. Il a cru au discours du multipartisme, de la démocratie. Malheureusement, il y a cru. Il a cru au discours de celui qui disait justement en les années 80 qu'il ne faut plus se cacher au maquis pour exprimer ses opinions. Malheureusement. Et on continue toujours, beaucoup de Camerounais continuent à croire. Et puis je me suis dit, mon expérience, aussi douloureuse qu'elle est, doit pouvoir servir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me dis, ok, nous sommes une génération sacrifiée. J'ai vu mon papa en pâtir de ce genre de situation. Est-ce que je devrais aussi laisser cette situation à mes enfants? J'ai des enfants qui sont nés dans cette situation, qui n'ont connu que Paul Biya comme chef d'État. Je me rappelle en 2018, je traversais la ville avec les affiches de campagne présidentielle. Et l'un de mes fils était surpris de me demander que pourquoi est-ce que Paul Biya a d'autres candidats comme compétiteur. C'est-à-dire pour lui, Paul Biya, c'est un peu comme le dieu du Cameroun. Vous voyez que c'est un enfant, il est né, il a grandi dans cet environnement. Donc je me suis dit non, si nous avons hérité de ça, nous pouvons nous battre pour que nos enfants n'héritent pas de ça. Vous voyez? Et le problème aujourd'hui, c'est que le système c'est tellement enfoncé et le modèle ne marche plus. C'est-à-dire que parce qu'à un moment, il y avait un modèle, on pouvait faire des promesses, on pouvait faire des choses, et on pouvait faire des petites dilutions, des petits tours de passe-passe, ça passait. Mais maintenant, les tours de passe-passe ne marchent plus, ne fonctionnent plus. Le système est à bout, l'économie peine, sur le plan social, on est divisé, on sort d'une crise post-électorale, et on vit des moments de tension grave. Quand il y a un petit problème, ça vit au drame. On a vu sur Menganga, avec le blocus des chauffeurs de camions. On a vu à Douala avec un chauffeur de tricycle qui a reçu une balle en plein centre-ville. Donc, vous voyez qu'on vit des moments dramatiques. Pour revenir à vous, Eddy Fodje, toute la description que vous faites de l'état des lieux sur le plan politique, sur le plan économique, et ce d'ailleurs depuis
1982, ne vous a pas empêché d'avoir, à un moment de votre carrière, de la sympathie pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, certains vous prêtent une adhésion à ce parti récemment. Ok, je crois que les gens ont beaucoup confondu un certain nombre de choses. Je n'ai jamais été militant au RDPC, j'ai jamais été encarté au RDPC, bien que j'ai rencontré son secrétaire général du comité central, je crois en 2019, avec un ami, mais j'ai jamais été au RDPC. Il se passe que je suis président de Patriote Alliance, qui est une association qui regroupait plusieurs personnalités, parmi lesquelles des politiciens. Donc j'organise le 30 avril 2019 une conférence retransmise sur la CIA-TV qui parle de multiculturalisme et de multilangue pour de vivre ensemble et autres. Et que parmi les groupes de danse qui sont invités, il y a un groupe de danse qui arrive et qui a porté les tenues du RDPC, qui fait la danse. Il y avait plusieurs groupes de danse de plusieurs différentes régions, parce qu'on voulait qu'il y ait une sorte de représentativité des grands airs du Cameroun. Donc il y a ce groupe de danse, je pense, du centre, qui est venu avec les tenues du pays RDPC. Bon, les gens ont filmé, quand c'est passé sur les réseaux sociaux, on dit, oh, il est du RDPC. Je n'ai jamais été du RDPC. Pas que je ne peux pas l'être, j'ai eu les possibilités de l'être, mais de façon idéologique, de façon fondamentale, je ne peux pas l'être. Je vous ai raconté l'histoire de mon papa. Donc, ce serait une sorte de trahison à cette douleur, à cette peine que je porte jusqu'aujourd'hui. Par contre, vous avez milité au sein du PCN et du MRC, les deux partis. J'ai rejoint le PCN en 2021 et j'y ai passé des moments très agréables. J'ai vécu des expériences qui vont me marquer toute ma vie parce que c'était ma première expérience politique. Voilà, donc je suis parti du PCN après avoir appris pas mal de choses, mais après avoir estimé que ça ne pouvait pas porter la vision que j'avais. Donc je milite au MSC, je suis... Vous êtes toujours militant aussi? Je suis jusqu'à présent au MSC. À la fédération départementale de la Mano. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Lors de la dernière élection présidentielle, vous n'avez pas été très tendre à l'endroit de votre ancien grand camarade, Cabral Libye, à qui vous avez, à travers plusieurs tribunes, reproché sa posture, notamment autour de l'affaire des fameux PV. Oui, le problème au Cameroun est la constance dans les discours politiques. Moi, j'ai connu Cabral, l'honorable Cabral, vraiment j'ai du respect pour lui. J'ai connu l'honorable Cabral, il m'a reçu dans son bureau. On a passé tout un après-midi de discussion, d'échange. Ça m'a permis de découvrir exactement qui est l'homme, quelle est sa vision, quelle est son idéologie. Et ce jour, il me disait, en me regardant droit dans les yeux, que SOP avait le fichier électoral actuel, on peut battre le RDPC. Et il le disait avec tellement de conviction que vraiment, pour moi, c'était réaliste. Il m'a dit, avec le fichier électoral actuel, on peut battre le RDPC. Il suffit de veiller aux inscriptions, de voter, de suivre le vote. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une procédure tout à fait intéressante. Alors, les élections arrivent, moi-même, je m'engage à aller voter, à suivre les votes. Je n'étais pas scrutateur. En fait, je n'étais pas représentant de parti, mais j'ai été scrutateur. C'est-à-dire que dans le bureau de vote, à la fin des opérations, on désigne 4 scrutateurs là. J'ai eu la chance qu'on m'ait désigné. Donc, s'il y a une fameuse vidéo où je suis en train de soulever les bulletins et de lire, ainsi de suite, donc, je me retrouve à vivre cette expérience. Et je peux le dire, je vis cette expérience sur la base de cette rencontre que j'ai eue avec lui. Alors, je m'attends à ce que ce discours qu'il a tenu soit maintenu. C'est-à-dire, on dit, ok, les gens ont voté. On s'organise à suivre les votes. Et que le leader de l'inscription du vote et de la surveillance de vote prenne la parole. Au lieu de prendre la parole, la première parole de dire je suis deuxième à gauche, troisième à droite, c'est de prendre la parole et d'expliquer aux Camerounais que il y a les commissions locales de vote. La première commission, c'est dans le bureau de vote. Quand on sort du bureau de vote, vous ne devez pas arrêter la surveillance à ce niveau. Allez au niveau communal, vous vous rassurez que la compilation des différents bureaux de vote à ce moment a été fidèle aux résultats dans vos bureaux. Après, les commissions communales, à la commission départementale, et rassurez-vous que la compilation
au niveau de la commission départementale a les résultats fidèles aux résultats des commissions communales. Et je vous assure qu'un leader politique qui tenait ce discours, franchement, devait motiver plus d'une personne. Parce qu'il avait des partisans, il avait des militants. Mais moi, j'ai été surpris qu'il a gardé un silence total. Il n'a plus rien dit après avoir dit qu'il est soit deuxième, soit troisième dans certains PV. Full stop, après ça, n'a plus rien dit. Moi, j'ai trouvé ça comme étant une sorte de trahison. Parce que je m'attendais à ce qu'il tienne ce discours. Et maintenant, l'expérience a démontré que dans toutes les commissions départementales et communales où les gens se sont mobilisés pour faire ce travail du surveillant de vote, il était difficile de contester les votes dans ces différentes commissions. Il était très difficile de contester les votes. Moi, je ne veux pas rentrer pour dire que bon, telle personne a gagné dans ces différentes commissions, mais ce qui est sûr, les résultats qui sont sortis de là n'ont pas été contestés, mais ça a été des accouchements difficiles. Et j'aurais aimé que dans sa posture de leader, de celui qui était le plus écouté, de celui qui a fait le tour des médias, qui avait des milliers et des millions de personnes sur les réseaux sociaux, je crois qu'il avait cette responsabilité de mobiliser et non de disparaître, de garder le silence. J'ai des entames, nous sortons d'une élection présidentielle, on l'évoquait déjà un tout petit peu, élection présidentielle qui a été marquée par une forte mobilisation. Il y a le candidat de l'opposition, le principal challenger de Paul Biya à cette élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary, qui continue de revendiquer sa victoire. Il y a que, même au niveau des chiffres officiels, c'est quand même 35%. On note bien une sorte de vote sanction de la politique qui est jusqu'ici menée par le président de la République, Paul Biya. C'est fort de quelques-uns des échecs de cette politique que vous avez dressé ce manifeste pour la refondation de la nation. Avant d'évoquer les piliers et donc les solutions que vous proposez, dressons le diagnostic ensemble. Et là, je vous pose la question comme ça de manière générale. Il y a quoi de positif au Cameroun en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif au Cameroun? La seule chose qu'il y a de positif au Cameroun, c'est le nom Cameroun. C'est-à-dire que ce nom, cette fierté, c'est la seule chose qui reste au Camerounais. Quand on dit je suis Camerounais, on est fier d'être Camerounais. Mais si vous demandez aux Camerounais, qu'est-ce qui fait votre fierté d'être Camerounais? Ils ne peuvent pas vous citer 3 éléments. Parce qu'à un moment, le label Lion Indomptable était par exemple le label qui réunissait les Camerounais et qui est encore un élément symbole de fierté. Mais jusqu'aujourd'hui, à ce stade aujourd'hui, ce label a pris un énorme coup. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole aussi de division, de guerre. Donc, la seule chose qui reste au Cameroun aujourd'hui, c'est son image. En fait, pas son image, son nom. Et ses potentiels, et son potentiel. Voilà, c'est ce qui reste au Cameroun. Vous évoquez par exemple la question des infrastructures. Quand on regarde un tout petit peu à travers le continent, même des pays qui ont moins de ressources que le Cameroun, le Bénin aujourd'hui, même la Gambie, qui fait la Guinée-Conakry, on a quand même comme l'impression que le pays traîne un tout petit peu le pas sur ce domaine spécifique. Oui, le Cameroun est le premier, en fait, est le pays qui a le plus grand potentiel en infrastructure. Quand on dit potentiel, c'est le développement de ces infrastructures peut avoir une incidence de moins 2% de son PIB. Je vous prends un exemple. On est à l'entrée de la sous-région, le Tchad, la SCA, 2 grands pays dont tout transite par le Cameroun. Vous vous rappelez quand il y a eu la crise post-électorale et qu'il y avait le blocus avec les transporteurs sur le tronçon, les premières personnes qui asphyxiaient, qui étaient en difficulté, c'est la SCA, c'est le Tchad, ainsi de suite. Donc vous comprenez que si aujourd'hui on développait déjà nos infrastructures routières, par exemple, rien que le transport rien que le revenu que le transport peut générer par le Cameroun apporterait des revenus importants, et des indices très importants dans le PIB. Quand nous parlons aussi d'infrastructures, nous pouvons parler d'énergie, je parle de l'électricité par exemple. Le Cameroun a un fort potentiel, que ce soit un potentiel hydroélectrique. Le Cameroun a un très fort potentiel. Aujourd'hui, la majorité des départements du Cameroun ne portent que les noms des cours d'eau. Et quand on parle de cours d'eau, on parle forcément de potentiel hydroélectrique. Donc le Cameroun a un fort potentiel hydroélectrique. Pourquoi on n'exploite pas? Le Cameroun a un fort potentiel solaire. Pour revenir au potentiel hydroélectrique,
ont une grande capacité que le pays a à pouvoir produire. Et ça peut devenir un des principaux produits que le Cameroun exporte. Parce que dans la sous-région, beaucoup de pays n'ont pas le même potentiel hydroélectrique que le Cameroun. On peut le produire, on l'exporte en SCA, au Tchad, ainsi de suite. Et même l'industrialisation du Cameroun peut en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands projets qui sont en arrêt, notamment des projets miniers, des projets de transformation de la sidérurgie par exemple. C'est des projets qui ont par exemple besoin de 800 mégawatts. C'est des projets qui aujourd'hui ont besoin de 800 mégawatts. Ce que nous n'arrivons pas déjà à produire. Donc aujourd'hui, le tissu industriel est pénalisé sur le fait que nous ne développons pas notre potentiel naturel. Vous voyez un peu? Maintenant, il faut parler de télécommunications. Ça, c'est encore notre gros problème. Aujourd'hui, on parle d'un taux de pénétration d'Internet, d'un taux de pénétration des téléphones, Android, tout ça au Cameroun. On avoisine les 80% et tout ça. Mais le vrai problème est que le service Internet au Cameroun n'est pas stable. D'abord, il est plus coûteux. Et de deux, le service n'est pas stable, il n'est pas garanti. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir un développement numérique en tant que tel, parce que le service numérique qui dépend de l'Internet souffre de la qualité d'Internet au Cameroun. Oh, on a tout ce qu'il faut, on a 4 câbles marins qui atterrissent au Cameroun. 4 câbles marins, vous vous rendez compte? Tout ça, c'est toujours à cause de notre position géographique. Stratégique. Voilà, donc on a toutes ces difficultés, donc on a un énorme potentiel, mais malheureusement, on ne les exploite pas. Peut-être parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas la capacité de diriger, ou alors parce que ceux qui nous dirigent n'aiment pas ce pays. C'est soit l'un, soit l'autre. Sur le plan agricole également, vous évoquez dans l'ouvrage les difficultés aujourd'hui que rencontre ce secteur. On évoquera les solutions tout à l'heure, mais d'abord on se rend bien compte de ce que on dépend encore massivement des importations. Vous évoquez 70%. Plus de 70% de l'alimentation au Cameroun est importée. Plus de 70% importé. Aujourd'hui, on va vous dire que vous mangez le pain et qu'on fabrique la farine de blé au Cameroun. Les gens en font une politique, ils se félicitent. Mais posez-vous la question, d'où vient le blé? Le blé est cultivé ailleurs. Donc ce n'est pas une culture qui apporte un revenu au Cameroun. On importe tout, même le riz. Alors que nous avons des localités, des zones où la riziculture peut prospérer. C'était l'époque à Sanchou, il y avait une rizière qui... À un moment, il y avait un moment, on parlait du riz il y a le riz de Yagua. Bref, on a des plaines qui peuvent vraiment faire du riz. Mais on se retrouve à importer des centaines et des centaines et des milliers de tonnes de riz pour nourrir les Camerounais. Vous voyez? Donc on importe et c'est comme ça que nos devises s'en vont. Or, le Cameroun a à la fois le septentrion qui est une zone de céréales dans laquelle on peut investir massivement sur l'agriculture et avoir suffisamment de céréales à la fois pour nourrir, pour transformer. Vous voyez? Et maintenant, tout à l'heure, nous avons parlé de la question de l'infrastructure. Les deux sont liés. Parce que la question de l'infrastructure, notamment l'infrastructure routière, l'infrastructure électrique, est liée aussi à l'essor de l'agriculture. Si vous voulez aller faire des activités agricoles dans une zone et que par exemple vous n'avez pas les routes pour sortir vos aliments du champ, ou bien pour amener les intrants du champ, ou pour amener les ressources au travail au champ, votre production va être chère. Vous allez m'abandonner ce travail. Ça, c'est les deux. Si vous avez l'envie d'investir dans la transformation des productions agricoles, vous n'allez pas avoir de l'énergie électrique. Vous voyez un peu? Donc, le Cameroun est suffisamment en difficulté, suffisamment asphyxié, alors qu'il a tous les éléments pour pouvoir se développer sans aucun souci. Évoquons donc les 16 piliers du projet en vol, la refondation. Ces piliers, donc l'économie sociale de marché, la diplomatie économique, les infrastructures, on en parlait il y a peu, l'agroalimentaire et l'industrie, l'entrepreneuriat national, la réinsertion des jeunes,
et la gestion monétaire et financière, on y reviendra dans pas longtemps seulement, la bonne gouvernance, les services publics et statut du fonctionnaire, justice indépendante et efficace. Vous évoquez également la décentralisation totale, le système éducatif, la protection sociale, culture et sport, transition écologique, sécurité nationale et coopération militaire. Vous évoquez notamment dans votre manifeste l'abolition du franc CFA. C'est pas... Non, en fait, je ne parle pas de l'abolition, nous ne parlons pas de l'abolition du franc CFA. Nous parlons d'un certain système de binarisation de la monnaie. Binarisation. Le franc CFA actuellement est dans un processus de réforme, de négociation entre la France qui a un compte en France et les États, et un compte d'opération pour le français en France, et puis les États de la sous-région. Vous voyez, ils ont commencé d'abord par l'Afrique de l'Ouest, où on a changé de nom, le nom de France CFA en ECO. La problématique ici là n'est pas juste de changer le nom, il faut changer les procédures. Alors, nous parlons de la binarisation parce que actuellement nous sommes déjà dans un système de monnaie binaire. Les gens le font sans s'en rendre compte. Kevin, quand vous allez dans une boutique que vous payez par votre téléphone, que ce soit Orange Money, Mobile Money, est-ce que vous allez payer avec du franc CFA? Est-ce que vous allez payer avec du cash? C'est déjà un système de binarisation. Et c'est déjà entré dans les cultures et dans les mœurs camerounais. Donc, dans l'ouvrage, nous essayons d'expliquer comment cette nouvelle culture, cette nouvelle pratique de la monnaie peut être utilisée pour mettre sur pied un système de binarisation. Notamment, nous parlons, par exemple, de l'érection de la ça ne change rien à la valeur, vu que... Non, quand on fait la binarisation, c'est nous en interne qui déterminons par exemple la valeur qu'on peut attribuer ou bien qu'on peut accorder à notre monnaie. Vous comprenez? On disait par exemple, en fait, on réfléchissait par exemple. On n'évolue pas dans. Oui, en fait, il y a deux choses. Autant sur le plan monétaire, on ne peut pas appliquer des politiques nationales. Je vais y arriver. J'étais d'abord en train d'expliquer le concept de la binarisation. La binarisation aujourd'hui peut s'appliquer sur le numérique, peut s'appuyer sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation des devises numériques est déjà dans les mœurs des Camerounais. Mais maintenant, vous parlez d'un problème de devises. Le problème de devises va se résoudre dès le moment où la balance commerciale du Cameroun va être redressée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de devises parce que nous achetons beaucoup plus à l'extérieur. C'est vrai ce que vous comprenez. Quand nous achetons beaucoup plus, c'est nous qui perdons. Mais si c'est nous qui vendons beaucoup plus, nous gagnons en devises. Nous expliquons également que nous allons créer, que nous préconisons la création de certains comptes à l'extérieur pour que les devises de nos échanges puissent être stockées là-bas et que c'est à partir de ces devises-là que nous puissions faire maintenant nos transactions à l'international. Donc la première chose, c'est il faut rééquilibrer d'abord la balance commerciale. Quand l'activité agricole va gagner en intensité, c'est-à-dire quand nous allons réussir à produire au moins 70% de ce que nous consommons, nous aurons moins de devises qui vont s'envoler. Quand nous allons avoir la capacité de transformer ce que nous consommons sur place, nous allons les placer à l'international, donc nous allons gagner en devises. J'ai pris récemment dans un post sur les réseaux sociaux que j'expliquais, au moment où il y a eu la chute vertigineuse des prix du cacao, j'ai pris l'exemple de la transformation du cacao. Il y a une politique de transformation du cacao qui avait été mise sur pied à partir de 2020. Cette transformation des prix du cacao nous a permis de capter 43% sur le marché. C'est-à-dire qu'on a fait des ventes de l'ordre de 400 milliards à l'étranger, juste parce qu'on a réussi à transformer le cacao localement avant de l'exporter. Vous voyez un peu. Or, si sur l'ensemble des produits que nous avons l'annéau du cacao, nous avons le café qu'on peut transformer, nous avons notre pétrole brut qu'on peut transformer. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le pétrole brut que nous transformons et que nous utilisons aujourd'hui, nous allons l'acheter ailleurs alors que nous avons le pétrole brut? Parce qu'il est lourd. Oh, mais il y a des mécanismes pour le raffiner, pour qu'il puisse être utilisé.
Si nous réussissons, par exemple, à raffiner notre pétrole sur place, nous n'allons plus aller à payer le pétrole ailleurs, dont nos devises ne vont plus partir. Deuxièmement, les produits secondaires de cette raffinerie, comme par exemple le goudron et autres, vont rentrer dans la construction des routes. Et c'est nous qui allons encore gagner. Si vous évaluez un peu le montant d'argent que nous sortons chaque année pour acheter le carburant et que ce montant d'argent reste au Cameroun, vous pouvez un peu vous imaginer le nombre de devises que nous aurons sauvées en ce moment. Nous ne serons plus dépendants de l'extérieur. Maintenant, notre monnaie numérique que nous aurons décidé à l'intérieur, nous avons donné un exemple, par exemple, de Ndjangi Coin. Ndjangi Coin, par exemple, peut être la monnaie que tous les opérateurs qui font dans la monnaie numérique utilisent. C'est-à-dire que demain, on ne parlera plus de Orange Money, on ne parlera plus de Mobile Money, on parlera de Ndjangi Coin. Tout cela, ils ne feront que du Ndjangi Coin. Si par exemple, je me rends dans une boutique, le prix peut être dans la boutique en Ndjangi Coin. Et nous pouvons avoir la capacité de réguler nos prix en interne, surtout sur les produits qui sont nos propres fabrications. Vous voyez un peu. Donc la problématique de la monnaie peut être régulée ou peut être gérée d'une autre façon. Si on sait que les discussions, les négociations entre les politiques ou entre les pays tardent à arriver. Vous voyez. Sur le plan des infrastructures, vous évoquez la nécessité en 10 ans de désenclaver 100% du territoire camerounais. C'est possible. Honnêtement, au regard de la situation. Déjà que au Cameroun, on a des routes nationales. Vous connaissez l'état de dégradation. Si je prends, par exemple, le cas aujourd'hui du tronçon Gaoundéré, Garoua, Maroua, jusqu'à Koussiri, jusqu'à N'Djamena. Vous connaissez la situation. On ne parle même pas des routes qui n'ont pas encore connu le passage du bitume. Donc, est-ce que, de manière objective, c'est possible d'envisager qu'en 10 ans, qu'on puisse réussir à désenclaver l'ensemble du territoire camerounais? C'est possible. Je vous explique. Au Cameroun, il y a une taxe qu'on appelle la TSPP, que nous payons nous tous, parce que cette taxe se retrouve dans le carburant. Récemment encore, j'ai fait une démonstration sur les réseaux sociaux où j'expliquais que en 10 ans, de 2015 à 2025, cette taxe, y compris les revenus des péages, y compris les crédits qu'on a souvent pris chez la Banque mondiale et autres, quand on a fait le total de tout ça, le total a donné 7 000 milliards en 10 années. 7 000 milliards rien que pour la route. Si on ne construisait le kilomètre de route qu'à 1 milliard, si on construisait le kilomètre de route à 1 milliard, avec 7 000 milliards, on aurait fait au bas mot 5 000 kilomètres de route. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a même pas 1300 kilomètres de route bitumée. Donc je vous dis que c'est possible. Il y a les moyens pour le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a la politique des partenariats publics-privés, les PPP. Ça aussi, ça peut nous permettre de créer des routes, de faire des routes. Nos dirigeants l'ont essayé, mais malheureusement, ils sont en train... À travers le projet avorté, par exemple. Oui, en fait, ils ont plusieurs projets en PPP qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, pour deux raisons. Les contrats dans le PPP au Cameroun sont souvent un peu comme si ça avait des clauses léonines. Personne ne sait jamais ce qui a été négocié. Personne ne sait jamais s'il y a eu des études avant ce projet. Personne ne sait jamais si ce projet a même été présenté dans une commission parlementaire. Parce que normalement, quand vous allez engager l'État dans un partenariat entre un public et un privé, il faut que les élus, les représentants qui sont au Parlement puissent prendre connaissance de la négociation que vous allez faire. Quel va être l'intérêt? Ils doivent pouvoir auditer, comprendre. Je peux vous garantir qu'avec une procédure comme celle-là, on aura moins de partenariats publics-privés qui vont se casser la gueule. Et par ailleurs, je voudrais vous faire savoir que dans notre ouvrage, nous proposons la création, la mise sur pied d'un régulateur des PPP, d'un régulateur des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que c'est un organe qui va prendre la peine d'étudier tous ces différents partenariats, de connaître toutes les différentes clauses et de rendre toutes les clauses publiques. On ne peut pas engager les Camerounais dans des partenariats dont ils ne connaissent pas les clauses. Est-ce qu'il y a des intérêts privés et individuels dans ces affaires? On ne le sait jamais.
on apprend aujourd'hui que Tolcam est en train d'être remboursé à 30 milliards de francs CFA, dédommagé à 30 milliards de francs CFA pour cet hangar qui a été construit. Je tiens à préciser que 30 milliards de francs CFA, c'est la moitié du budget 2026 de la présidence de la République. 30 milliards est supérieur au budget du ministère de la Jeunesse, supérieur au budget du ministère des PME. Donc vous comprenez que des gens sont allés négocier des partenariats quelque part, on ne connaît pas les clauses, et puis un matin on vient nous apprendre que nous allons payer de notre poche 30 milliards. Donc, si en amont, ces contrats avaient été présentés aux représentants du peuple, et qu'ils avaient auditionné, qu'il y a eu des audiences publiques, et qu'on a publié tous les contenus, aujourd'hui on saurait à quelle huile on est en train de nous offrir là maintenant. Vous voyez donc, la question du réseau routier, c'est une question, je vous dis, très évidente. On a les moyens, on a les ressources, on a toutes les possibilités d'y parvenir. Je dis bien en 10 ans. Le seul problème actuellement, c'est probablement les personnes qui sont aux manettes. Et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux options. Soit c'est des personnes qui sont notoirement incompétentes, soit c'est des personnes qui n'aiment pas le pays. Il n'y a que ces deux options-là. Parce qu'avec autant de sources de revenus, autant de possibilités, comment on n'arrive pas? On est à 1300. Voilà l'autoroute Douala-Yaoundé qui est devenue l'autoroute Yaoundé-Douala et qui n'a pas, on n'a pas encore pu faire 60 km. On a déjà épuisé plus de 400 milliards là-dessus. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'on a besoin de refonder cette nation. Cette nation qui a du potentiel, qui a des ressources, mais qui malheureusement, semble-t-il, est entre des mauvaises mains. Vous évoquez la décentralisation. Ça peut être également une porte de sortie pour l'amélioration de nos infrastructures. En tout cas, si les communes sont autonomes, forcément que ça participera à l'amélioration des infrastructures routières, ne serait-ce que de seconde catégorie. Au niveau de cette décentralisation, vous parlez d'un transfert de fonds de l'ordre de 80%, si c'est bien exact. Est-ce que ça ne risque pas de contribuer à l'affaiblissement de l'État central dans son organisation? Ça, c'est le premier volet de la question sur la décentralisation. Et puis deuxièmement, vous évoquez une décentralisation totale à l'heure où plusieurs acteurs, et ça on l'a bien remarqué à l'occasion de la dernière élection présidentielle, plusieurs acteurs au sein de l'opposition semblent convaincus que la solution désormais, c'est le fédéralisme. Ok. À l'entame de notre travail, nous remarquons d'abord deux choses. Les problèmes du Cameroun peuvent se résumer en deux éléments. La dépendance et l'inertie. Tout à l'heure, quand je vous parlais un peu des problèmes, de nos problèmes d'économie, des aliments qu'on importe, tout ça, nous sommes très dépendants de l'extérieur, très dépendants des marchés extérieurs. Maintenant, le deuxième problème, c'est un problème d'inertie. Notamment, cette décentralisation souffre d'un problème d'inertie. Il faudrait d'abord qu'on se rappelle que la décentralisation est une concession qui a été faite en 1996 et qui est entrée dans la nouvelle constitution. Vous voulez, la constitution qui sort de la réforme de 1996. La décentralisation est une concession qui a été négociée, est un engagement qui a été pris, mais qui n'a pas été respecté, n'a pas été implémenté pendant 25 ans. Le problème n'est pas la forme de l'État. C'est-à-dire que le problème ici n'est pas que nous soyons un État décentralisé, que nous soyons dans des États fédérés. Non, ce n'est pas ça le problème. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est quand on va être des États fédérés que les affaires de 7 000 milliards sur 10 ans qui disparaissent ne vont plus disparaître? Je ne crois pas. Je crois pas. Le problème n'est pas... Parce que moi j'ai vu beaucoup de personnes construire leur discours sur la forme de l'État qui disent que non, quand on va faire le fédéralisme, ça va résoudre tous les problèmes des Camerounais. Non. Au contraire, ça va aggraver les problèmes des Camerounais parce qu'il faut bien constater une chose. Quand on parle d'un État fédéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire son parlement, son gouvernement. Ça, c'est encore des sources de coûts importants. Il faut, pour ceux qui sont réactionnaires, se rappeler que le Cameroun en 55-60 était déjà deux États fédérés qui avaient deux gouvernements, deux assemblées, je crois 3 gouvernements même, parce qu'il y avait le gouvernement d'un État fédéré, le gouvernement de l'autre État et le gouvernement central. Vous comprenez un peu? Donc, ça n'a pas
ça ne peut pas nous aider. Parce que si aujourd'hui on se retrouve avec 10 régions, ou peut-être si on se retrouve peut-être avec 10 États fédérés, ou si on se retrouve avec 58 États fédérés, ça veut dire qu'on doit aussi avoir 10 parlements, 10 gouvernements. Bon, la forme la plus répandue est celle de 10 États. Oui, je veux sur dire, le format même si on n'est que 10 États, n'est-ce pas? Même si on n'est que 3 ou 4 États, ça veut dire qu'il va falloir pour chaque État avoir son gouvernement, avoir son parlement, et on va encore retomber dans les problèmes de bureaucratie, d'inertie, de discussions qui ne servent à rien. Or, la décentralisation, lui, il se focalise sur le développement local. C'est-à-dire qu'on a les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, donc la mission, elle donne les missions, les procédures et machin trucs, ne font que des unités qui travaillent, qui œuvrent pour le développement local. Et c'est ce dont on a besoin. Les débats de politiciens, de machin trucs là, ça doit se faire au Parlement. Vous comprenez un peu? Donc, il faut qu'on refonde. Et en plus, après avoir parlé de la décentralisation dans l'ouvrage, nous parlons un peu de la bonne gouvernance, qui ici là... On y revient. Oui, la bonne gouvernance, en fait, si nous l'appliquons, résout les différents problèmes que la forme de l'État peut poser. C'est-à-dire que la question de la décentralisation peut poser. Parce qu'ici là, on a aussi un problème de bonne gouvernance. C'est-à-dire que qu'on soit des États fédérés ou qu'on soit un pays décentralisé, tant qu'il n'y aura pas de la bonne gouvernance, on ira toujours dans les mêmes travers. Mais le problème avec les États fédérés est le problème du coût de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit avoir les parlementaires et le gouvernement. Donc, c'est lourd. Vous voyez un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle nous restons focalisés sur la décentralisation. Et vous pensez qu'en l'état actuel, on n'a pas encore... le problème avec la décentralisation au Cameroun est plus lié à son implémentation, à ce qu'on en a fait ces dernières années. Exactement. Je vous ai expliqué tantôt que la décentralisation a été décidée en 1996. On a attendu 25 années pour le mettre en application. À travers le Code général. Voilà. Pourquoi on a attendu 25 années? Et jusqu'à présent, la mise en application n'est pas totale parce que tous les textes n'ont pas encore été signés pour être mis en application. Il y a un manque de lisibilité autour de la question des fameux 15%. Exactement. Et la preuve, en 2026, on est en train de réduire de 40% les revenus, en fait, si vous voulez, les revenus qui étaient déjà prévus pour les collectivités décentralisées. Donc on remarque aussi cependant que l'assiette fiscale des communes tend à... Oui, là, on a un élargissement de l'assiette fiscale. On a des nouveaux impôts qui ont trait à la décentralisation. Mais le problème de son implémentation se pose toujours. Parce que généralement au Cameroun, quand on crée les impôts, c'est toujours pour l'intérêt du gouvernement central, de l'administration centrale. Bon, juste pour sortir là-dessus rapidement, est-ce que justement ceux qui pensent que la solution c'est le fédéralisme n'auront pas en ça une possibilité pour les micro-États d'avoir une meilleure autonomie, ou du moins d'avoir une voix qui porte plus, contrairement aux communes? Parce que, vous l'avez rappelé, depuis 1996, on parle de cette fameuse décentralisation. Il y a eu l'adoption du Code général sur la décentralisation au lendemain du grand dialogue national. Il y a eu ce mandat en cours des exécutifs municipaux sur l'ensemble du territoire national qui étaient placés sous le sigle de la décentralisation avec toutes les promesses, son corollaire. Mais sauf que on se rend bien compte que en l'état actuel, nos collectivités territoriales décentralisées, alors même qu'on a aujourd'hui des conseils régionaux, ont du mal à faire pencher la balance. Tout à fait. C'est ça que j'ai qu'il y a d'abord un problème de bonne gouvernance. Je voudrais en train de vous prendre l'exemple de ce que chaque fois qu'on crée une nouvelle fiscalité, ça bénéficie de l'administration centrale. C'est-à-dire qu'on va dire que bon, on va faire ces nouveaux impôts, c'est pour la décentralisation. C'est toujours l'administration centrale qui sera chargée de la collecter pour la réaffecter ou bien la redistribuer après. Mais ce qui est là, c'est que quand il y a l'unicité de la caisse, quand l'argent entre ici là, on ne va pas bloquer l'argent quelque part puisque l'argent qui est venu de tel impôt qu'on a là, ça va. Non, vous comprenez un peu. Donc, il faut que la décentralisation soit totale et effective. Transfert des compétences. Bon, quand on parle de compétences, on parle aussi de transfert des moyens. C'est-à-dire que s'il y a une fiscalité qui a été créée pour la décentralisation, qu'on la laisse
à la charge des collectivités territoriales décentralisées. On leur donne la capacité eux-mêmes de faire leurs différents recouvrements et de gérer leur propre budget en toute autonomie. Voilà. Maintenant, quand on parle d'État fédéré, même dans l'État fédéré, il y a des communes. Vous voyez un peu, même dans l'État fédéré, il y a des communes. Je prends souvent l'exemple, par exemple, du Japon. Le Japon, c'est un État décentralisé. Ce n'est pas, on ne fait pas le fédéralisme au Japon. Mais allez un peu voir l'histoire du Japon. Le Japon est la 5e puissance mondiale. Le Japon qui sort de la crise de la bombe, c'est un pays qui a été totalement détruit. Mais vous voyez aujourd'hui comment elle a réussi à se positionner 5e. Un pays insulaire, vous voyez, mais qui aujourd'hui a réussi à se positionner, mais qui ne s'est pas positionné par rapport au fédéralisme. Je vous prends le cas de la Chine, qui ne pratique même pas d'abord de la, qui est le parti qui est un pays du communisme. C'est-à-dire qu'ils sont un peu encore dans une certaine époque. Mais la Chine aujourd'hui est une première puissance, c'est pas parce qu'il y a le fédéralisme là-bas. Vous voyez un peu, c'est parce qu'il y a d'abord ce sentiment-là qu'on sait son pays, qu'on sait sa patrie. C'est la raison pour laquelle je reviens toujours sur ces deux éléments. Ceux qui nous dirigent, soit sont incompétents, soit n'aiment pas ce pays. Ça, vous l'avez déjà dit. Voilà. En matière de bonne gouvernance, vous indexez la corruption aujourd'hui comme un des freins à cet envol que vous souhaitez pour le Cameroun. Vous revenez sur les statistiques, sur les chiffres qui font du Cameroun un très mauvais élève en la matière, alors qu'une opération depuis courant des années 2000 continue de sévir, la fameuse opération Épervier, dont l'objectif est d'épingler que ce soit des hauts commis de l'État et des personnes qui s'amusent avec la fortune publique. Il y a des programmes, notamment celui que pilote aujourd'hui la Commission nationale anticorruption. Pourquoi malgré toutes ces batteries de mesures, d'organes, d'après vous, le contrôle supérieur de l'État, censé contrôler, surveiller, scruter, pourquoi le Cameroun reste un pays corrompu? Bon, la première remarque que je vais vous faire, c'est qu'au Cameroun, quand on crée des commissions d'enquête, commission de bonne gouvernance, commission de machin truc, c'est des stratégies de ponce pilatisme. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème. Comme vous plaignez qu'il y a un problème, on fait le ponce pilate, on lave les mains, ouais, j'ai créé la commission nationale anticorruption. Donc du coup, on donne le sentiment aux gens qu'on adresse le problème, on n'adresse pas le problème. Vous voyez un peu, la corruption au Cameroun est endémique. Et on ne peut pas dire qu'on met fin à la corruption alors que le fonctionnaire, l'agent de l'État continue à vivre dans la précarité. C'est pas si on se comprend un peu. C'est la raison pour laquelle nous avons un pilier sur la fonction publique, le statut du fonctionnaire. Pourquoi? Parce que si on veut déjà attaquer la corruption, il faudrait d'abord qu'on améliore les conditions de vie du fonctionnaire. Comment va vivre un fonctionnaire qui touche 100 000 ou 120 000 par mois, qui a la famille, qui vit au milieu d'un pays qui est en pleine inflation? Vous attendez qu'il vive comment? Donc, c'est un problème. Et si vous vous rappelez l'histoire du Cameroun, la corruption a commencé dès le moment où les conditions de vie des fonctionnaires ont commencé à se détériorer. La dévaluation du franc CFA, crise économique. On a réduit les salaires, il y a les dévaluations, il y a ici, il y a ça. Les gens sont frustrés, ils n'ont pas de solution. Vous voyez, ils choisissent la solution la plus facile, malheureusement. Donc, un célèbre chanteur, Tamné Pius, disait qu'à cette époque-là, chaque fonctionnaire a privatisé son bureau. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la triste réalité. Donc, les problèmes, ces problèmes sont liés, notamment le problème de l'amélioration du statut du fonctionnaire est notamment lié au problème d'endiguer la corruption. Et également, le problème de l'amélioration du statut du fonctionnaire est aussi intimement lié au problème de la relance économique. C'est la raison pour laquelle, dans le pilier 1, nous parlons d'économie sociale de marché. C'est-à-dire qu'on a à la fois une économie qui vient avec des mesures d'amélioration du climat social contre l'économie libérale, si je peux même le dire, l'économie libertine que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens se lèvent un matin, ils vont engager des PPP, on ne sait ni la tête ni la queue, et puis un matin on nous dit qu'on a des dédommagements de 30 milliards à faire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens au lieu... d'un côté on nous dit qu'on est en train de favoriser le Made in Cameroun,
pendant que le discours du chef de l'État dit cultivons ce que nous produisons, ce que nous consommons, mais au même moment, on donne plutôt les agréments aux importateurs pour aller importer les choses que nous consommons, alors que nous avons des espaces et des espaces agricoles dédiés qui peuvent cultiver et produire ce que nous mangeons et donc on ne peut pas aller importer. Vous comprenez que donc il y a vraiment, tous ces problèmes sont intimement liés. On résout l'un, la conséquence permet de résoudre le second, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je le disais tantôt, la dépendance et l'inertie. Voilà d'où partent les deux problèmes. On est dépendant de l'extérieur. Kevin, est-ce que vous savez que chaque fois que vous entrez au supermarché, vous nourrissez des familles qui vivent ailleurs. Quand vous achetez les produits qui ont été faits ailleurs. Ça veut dire que votre argent paye les salaires d'autres personnes, entretiennent des familles ailleurs, alors que vos propres familles n'ont pas cet argent. Vos propres frères qui peuvent faire le même travail, qui sont des artisans, qui peuvent faire les mêmes produits, sont au quartier. Donc on voit le Made in Cameroun Vous voyez à travers une explication. Pour voir le Made in Cameroun à travers l'éducation. Et à travers même des décisions effectives. C'est-à-dire qu'on dit, ok, comme on a dit qu'on doit produire ce que nous mangeons, on décide que commençons par le riz. Le riz, c'est un aliment qu'on peut produire ici. Le blé encore, on peut comprendre. On dit, bon, le riz, on peut produire. Alors, on produit le riz. Les centaines de milliards qu'on va en Inde, au Pakistan, ainsi de suite, acheter le riz, on investit ça dans les bassins de production de riz. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on peut aussi mettre des politiques de substitution du blé progressivement. On peut dire, ok, cette année, on va faire une substitution du blé à 30%. Le manioc est panifiable. Le maïs est panifiable. Vous comprenez un peu. Si on commence à le faire, forcément, ça va créer des emplois, ça va régénérer, ça va créer des valeurs à l'intérieur, ça va réduire les devises qui partent, ça va réduire la balance commerciale. Vous voyez un peu. Donc, tous ces éléments sont liés. Impossible d'améliorer le climat des affaires sans justice et sans équité. Vous évoquez également cet aspect parmi les 16 piliers de la fondation d'Envol du Cameroun. Et vous pointez surtout du doigt l'indépendance de la justice au Cameroun. Bon, il y a un problème d'indépendance de la justice, il y a un problème de procédure judiciaire au Cameroun. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais transparentes. Donc nous pensons, nous avons proposé un système de digitalisation du système judiciaire. Toutes les procédures peuvent être digitalisées. Ça permet d'avoir une traçabilité, ça permet de mesurer. Mais puisque la loi est connue, les lois sont connues, les procédures sont connues, on peut digitaliser. Ça va réduire, parce que parfois on se plaint aussi que les procédures traînent et machin truc. Ce qu'on doit savoir, c'est que les magistrats au Cameroun ne sont pas assez nombreux pour couvrir l'ensemble de la population, donc pour résoudre les problèmes qui se posent. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, la digitalisation peut rendre encore le travail un peu plus efficace. Et maintenant, le climat des affaires dans un pays dépend aussi de sa justice. Si on est dans un pays où on peut impunément abuser d'un investisseur oui, je veux dire, abuser d'un investisseur. Combien d'investisseurs vont s'engager à venir au Cameroun? Aucun. Donc, la réforme de la justice est urgente. Et aussi, la justice n'est pas suffisamment indépendante parce que c'est une justice où les magistrats sont nommés. C'est-à-dire qu'on nomme les magistrats, on affecte les magistrats. Or, si on voulait que la justice soit suffisamment indépendante, on pouvait faire qu'ils soient élus par leur père ou par les populations en fonction des coûts, en fonction, je ne sais pas, vous voyez un peu. Ça rendrait un peu les choses beaucoup plus impartial. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes nommé, l'exécutif qui vous a nommé, le même exécutif peut avoir de l'influence sur vous au moment de prendre une décision qui peut être contre cet exécutif ou contre les membres de cet exécutif. Il y a cette fameuse règle du gouvernement qui dit que généralement un ministre en fonction ne peut pas aller en prison, même s'il est impliqué dans des affaires suffisamment graves. Vous comprenez? Parce qu'il est ministre du gouvernement, de celui qui nomme les magistrats, pas le truchement du Conseil supérieur de magistrature. Or, si la justice était suffisamment indépendante et que le magistrat qui posait les décisions ne rendait compte qu'à son corps électoral et non à l'exécutif qui va le nommer, la justice serait plus transparente. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein de magistrats, quand ils font mal le travail, on les dénonce, on porte plainte. Ça va dans leur conseil de discipline. C'est un peu comme un petit cercle fermé, on ne sait jamais ce qui s'y passe.
On ne sait jamais s'ils sont frappés, s'ils ne sont pas frappés. Vous voyez un peu, donc on a l'impression qu'il y a comme une sorte de petite mafia, les choses ne sont pas claires. Donc, et ça pose un problème. Tout à fait. Le système éducatif pour vous également, c'est quelque chose d'assez important. Vous en parlez, en tout cas parmi les piliers pour la refondation du Cameroun. Est-ce que en formant mieux, on est sûr d'industrialiser, de transformer et d'avoir surtout une jeunesse dont la formation est en adéquation avec les besoins de notre société? Parmi les co-auteurs de cet ouvrage, il y a 3 qui sont des spécialistes des questions d'éducation. Et sur la base de certaines études, de certaines informations, il est prouvé qu'il y a un grand fossé au Cameroun entre les curricula et le besoin du marché de l'emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des postes qui sont disponibles, mais que localement, on n'arrive pas à pouvoir. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens ont été formés, les gens ont des gros diplômes ronflants et tout ça, mais ils ne peuvent pas faire le travail pour lequel on a besoin des postes. Aujourd'hui, je vous ai dit par exemple qu'on a beaucoup de projets miniers en vue au Cameroun, dans un horizon de 10-15 ans qui vont aussi dépendre d'évolution de notre potentiel électrique. Vous voyez, dans 10-15 ans, est-ce que nous avons mis sur pied des centres de formation ou des curricula de formation qui vont permettre à ce que ces nouvelles filières qui vont se déclencher puissent recruter au Cameroun? Je vais vous prendre un exemple. Au Nigeria, à côté, il y a un petit scandale récemment. Dangote, pour ses raffineries, a dû recruter des milliers d'Indiens parce que son pays, qui a des centaines de millions d'habitants, n'arrive pas à regorger des personnes qui ont des compétences pour ce type d'activité. Or, on a beaucoup d'activités dans notre pays avec des gens qui n'ont pas la compétence de cette activité. Je ne suis pas contre ceux qui vont faire histoire, géographie, philosophie, tout ça à l'école. Je ne suis pas contre ça. Vous voyez, je ne décourage pas ça. Mais je suis en train de dire qu'on doit revoir les curricula pour qu'ils puissent répondre aux besoins du marché. Et on doit même avoir des plateformes entre les différents employeurs, les besoins de leur marché sur 5, 10, 15 ans. Et c'est maintenant en fonction de ça qu'on commence à monter des curricula. Donc, les gens vont se concentrer à parler de politique, de parler de Bia Moscou, et ils seront en train de louper cet élément fondamental. À un moment, on va dire que le chômage au Cameroun est en train de grimper important. Mais paradoxalement, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des postes à pouvoir qu'on n'arrive pas à recruter. Vous comprenez un peu? Donc, il y a ce problème qu'il faut résoudre. Et aussi le problème que les personnes qui ont été formées ne sont pas formées pour être autonomes. La plupart des gens sont formés pour finir comme des bureaucrates. Vous voyez, vous faites votre formation, là, on vous informe que quand vous avez fait votre formation, vous méritez un salaire de 800 000, de 1 million, vous devez avoir un véhicule. Non! Mais on ne forme pas des gens avec l'esprit de l'entrepreneuriat. Donc, celui qui sort de là ne sait pas que il peut se lancer, il peut créer son business, le numérique donne des possibilités, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on n'a pas des compétences qui sont universelles. On ne forme pas les gens dans des compétences qui sont universelles. On a très peu de personnes qui sortent du système éducatif camerounais qui peuvent s'en sortir un peu partout dans le monde entier. Moi, je connais des Camerounais qui travaillent à l'étranger, mais qui ont fait des formations au Cameroun qui sont dans des domaines bien spécifiques, qui sont universels, par exemple la médecine. Vous allez retrouver beaucoup de Camerounais là en Allemagne, en France, qui ont fait la médecine au Cameroun, qui s'en sortent ailleurs. Parce qu'en fait, ils ont fait dans un domaine qui est la médecine, qui est universel et qui peuvent travailler ailleurs. Il y a plusieurs autres domaines qui sont universels. Il y a plusieurs autres nouveaux métiers. Tout à fait. Parce que le monde évolue. Et les nouveaux métiers se créent. Et vous en parlez justement dans En vol Cameroun, manifeste pour la refondation de la nation. C'est un ouvrage collectif sous votre direction, Edith Fouidjeu. Avant de sortir cet entretien, il y a cette phrase en bas de page. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. C'est une phrase d'Amadou Ahidjo dans son discours d'annonce de sa démission, le 4 novembre 1982, le fameux discours. Pourquoi l'avoir choisi cet extrait pour évoquer l'envol Il faut rappeler que on sort de l'entretien. Oui, il faut rappeler que le président Amadou Ahidjo était le premier président du Cameroun qui a d'abord été
Premier ministre qui a traversé la phase, la période du multipartisme. Il est revenu au parti unique, il a fait des concessions, il a fait ci, il a fait 25 ans au pouvoir. Donc quand il est en train de quitter le pouvoir, il a quand même une expérience de ce pouvoir, il a quand même des regrets, il a quand même des bons souvenirs, il a quand même des expériences, il a quand même des espoirs. Et dans cette phrase, je crois qu'il résume là, il résume là un peu l'héritage qu'il est en train de transmettre. Il résume là, il donne un peu le conseil le plus essentiel pour que ce pays aille fort. C'est-à-dire que au plus haut de son expérience, la seule chose que je peux retenir, c'est qu'il a demandé aux Camerounais, au plus haut de toute son expérience, il dit aux Camerounais, demeurer un peuple uni. Parce que il a géré, il sait quelle est l'importance d'être un peuple uni. Il dit, demeurer patriote. Parce que peut-être au fond de lui, il sait que c'est le patriotisme qui doit sauver ce pays, qui doit porter ce pays. Il demande de mener travail digne et respecté. Et maintenant, quand on parle de digne, s'est fait écouter. Bon, c'est la raison pour laquelle on parle de refondation. On parle de refondation parce que M. Ahidjo a donné une recommandation à son successeur qui n'a pas été écouté et qui n'a pas été appliqué. Donc c'est pour ça qu'on parle de refondation aujourd'hui. Il faut qu'on retourne aux fondamentaux. Bon, comme nous sommes à la sortie de l'émission, je voulais préciser, comme nous sommes à la sortie de l'émission. Juste la dernière question, c'est un programme politique. C'est un manifeste. Il y a 18 personnes qui ont rédigé, qui ont participé. Ça a tout l'air d'un programme politique bien ficelé, avec un coordinateur, peut-être qu'il y a des ambitions présidentielles et ces futurs ministres qui ont participé à la rédaction. Tout travail a une connotation politique, il faut déjà le savoir. Et c'est un peu vers là que je te voulais dire que cet ouvrage est un manifeste. Et derrière l'ouvrage de la refondation pour la nation, il y a une plateforme qui est en train de se mettre en pied, qui s'appelle les refondateurs. Et les refondateurs, en fait, c'est des personnes qui épousent l'idéologie que nous développons. Parce que nous développons l'idéologie sur 16 piliers. Donc nous avons des personnes qui épousent l'idéologie de l'ouvrage, qui l'ont lu, qui l'ont aimé, qui posent des questions, qui épousent l'idéologie. Et dont le seul but aujourd'hui, c'est devenu pour implémenter peut-être des points de l'idéologie. Vous avez pris dans les refondateurs qui sont en train de se mettre sur pied, vous avez des ONG, vous avez des associations, vous avez des formations politiques, vous avez des médias qui sont en train de se mettre sur pied. Et par exemple, partant de cet ouvrage, nous avons des personnes qui sont en train de lancer, ils ont compris le cri de cœur, la nécessité de l'infrastructure, de l'énergie. Ils sont en train de lancer un projet d'électrification hydroélectrique dans la Menoie avec voilà, de 35 millions de dollars parce qu'ils ont compris que pour que la Menoie par exemple puisse se refonder, il faut que l'infrastructure joue le pilier, soit le pilier principal. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir de l'ouvrage. Tout à fait des actes. Donc dans les jours à venir, on reviendra peut-être avec les refondateurs, vous aurez un peu plus de détails pour comprendre ce qui se passe. Merci. Il est déjà disponible ou l'ouvrage? L'ouvrage est déjà disponible, il est déjà sur Amazon et il est à la maison du livre, à Bali, à Douala et puis à Yaoundé, à côté de l'hôtel La Falaise. Merci en tout cas, il faut juste avoir notre invitation. On sort par cette phrase qu'on retrouve également. Cette phrase de Mongo Betty, l'âme la plus redoutable est un peuple qui pense. Pensez, chers amis. À très vite, chez Africa Fort.